Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Pourquoi Zelensky se convertit au Trumpisme? Drill, baby, drill. L'Europe doit savoir se défendre. L'extraction d'énergie fossile sera dopée, les aides à l'achat d'une voiture électrique rabotées. Trump est un homme d'affaires, dit-il. Il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons. Il sait comment exercer de la pression dans des négociations. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. Et bien voilà, on est ensemble jusqu'à 14h pour un florilège. On va parler bien sûr du drill, baby drill de Trump. Il faut forer plus de pétrole américain. Et est-ce que Trump peut faire bondir cette production? Quelle réponse de l'Europe avec Nicolas Meillan qui sera notre premier invité, ingénieur sur les sujets énergie, transport. On parlera ensuite des déclarations de Volodymyr Zelensky à Davos, 200 000 troupes européennes sur le front. Qu'en pense notre invité Alexandre Melnik? On va parler aussi de notre président de la République qui devient un influenceur sur TikTok comme un autre et apparemment l'Élysée s'en réjouit. Est-ce que le pays doit s'en réjouir? C'est la question que je poserai dans l'édito. Et puis à 13h, on va parler de cette génération flemme avec Olivier Babot, le président fondateur de l'Institut Sapiens, l'ère de la flemme. Que va-t-il se passer quand les machines vont prendre le pouvoir? Déjà que l'ère de la flemme est avec nous. Voilà, 0826 300 300 au standard. Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité pour commencer cette émission, c'est Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets énergie-transport. Vous avez suivi, j'imagine, avec intérêt le discours d'investiture de Donald Trump. Drill, baby drill, il faut creuser. On a de l'or liquide sous les pieds, nous les Américains, et on veut que la planète en bénéficie. Du coup, l'idée de Donald Trump est simple, creuser encore davantage, sortir des accords de Paris et faire de l'énergie carbonée l'énergie de demain pour les États-Unis. C'est ça? Oui, alors effectivement, Donald Trump est a priori plus enclin à aller creuser, faire des trous que son prédécesseur, même si c'est sous Biden que les États-Unis ont atteint un record de production de pétrole de tous les temps et de production de gaz. Ce qui se passe, c'est que pour creuser et trouver du pétrole, il y a deux conditions. Déjà, il faut qu'il y en ait, importante, c'est une condition géologique. Et deux, il faut que ce soit rentable, c'est-à-dire qu'il faut que les prix soient suffisamment élevés pour aller faire des trous. Aujourd'hui, les Américains, comme je le disais, sont déjà à un maximum de production et sur le pétrole et sur le gaz. Il est probable d'ailleurs sur le gaz que on soit à un plateau et peut-être demain qu'on commence une légère baisse pour des raisons géologiques. Et là, ça pose un problème parce que les Européens, malheureusement, avaient d'abord mis tous les œufs dans leur même panier russe. Ça s'est mal passé. Et donc, ils se sont dit, on va faire la même chose avec les États-Unis. Bon, généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, c'est terrible. Parce donc, on est quand même pieds et poings liés avec les Américains. Et je rappelle, parce que les gens l'ont oublié, que la crise de l'inflation qu'on a connue au niveau mondial, le point de déclenchement, c'est le prix du gaz. Absolument. Et c'est ce gaz naturel liquéfié, le GNL américain, que les Américains veulent absolument nous donner, parce que... ils nous le donnent pas, parce qu'on le paye 5 fois plus cher. Nous imposer, en réalité, alors que les prix peuvent être extrêmement volatiles. Les sanctions ont coûté très cher à l'économie européenne. On a vu ces sanctions contre le gaz russe qui ont fait que l'économie allemande a eu beaucoup de mal. Quelles sont les perspectives pour les pays européens? Malheureusement, face à deux géants que sont les États-Unis et la Chine, qui bénéficient tous les deux d'une électricité et du gaz 2 à 3 fois moins cher qu'en Europe, l'Europe n'a pas d'alternative que de trouver du gaz et de réduire les prix du gaz et de l'électricité. Sur l'électricité, et ça, malheureusement, ça va prendre un peu de temps parce que quelle est l'électricité meilleur marché? C'est quand on fait des centrales nucléaires et qu'accessoirement, on les fait durer 80 ans comme aux États-Unis. Nous, je rappelle qu'en France, on a les mêmes centrales nucléaires. Sauf que nous, elles peuvent durer jusqu'à 40 voire 50 ans. Eux, c'est 80. Donc ça, déjà, première chose, on fait durer nos centrales jusqu'à 80 ans, ce qui nécessite de faire quelques compromis sur les normes. Comme vous le savez, la France aime bien laver plus blanc que blanc.
on peut juste se mettre au niveau des normes internationales et ça va bien se passer. Mais sur le nucléaire, justement, quand on voit l'explosion du prix des centrales EPR nouvelle génération, est-ce que c'est une énergie d'avenir ou est-ce que ça va coûter trop cher finalement de faire des nouvelles centrales qui coûtent des dizaines de milliards d'euros? Malheureusement, si vous voulez, l'EPR c'est un peu un Frankenstein en fait. Ouais. C'est un projet qui est né. Alors déjà, quand c'est un Airbus du nucléaire. Déjà, dès qu'il y a un Airbus de quelque chose, ça veut dire que c'est un projet européen et que c'est un peu mal barré. Qu'est-ce qui s'est passé après Tchernobyl et puis après la chute du mur de Berlin? Helmut Kohl est venu voir François Mitterrand. Siemens était à l'agonie puisque EDF raflait tous les contrats à l'export. Ouais. Et ils ont dit, tiens, si on se faisait un Airbus du nucléaire. Et donc, François Mitterrand, dans le bureau à côté de lui, Anne Le Vergeon, qui fait, ah oui, ça c'est une excellente idée, on va faire ça. On va prendre un réacteur français, un réacteur allemand, une autorité de sûreté française, une autorité de français allemande. On va mélanger tout ça et ça va faire un produit miraculeux. Bah non, ça a fait l'EPR. Et ça a fait exploser les budgets. Ça a fait l'EPR, alors que nous, en France, on avait travaillé sur un autre réacteur qui s'appelait le REP 2000. Et ce REP 2000, c'était l'accomplissement de 30 années de retour d'expérience de notre parc nucléaire. On était vraiment les meilleurs au monde. Et celui-là, on l'a mis à la poubelle pour faire plaisir à qui? Je sais pas, puisque en 98, les Allemands sortent du nucléaire. Donc c'est un projet lunaire. Effectivement, on a mis 20 ans, 20 milliards d'euros à construire ce réacteur. Non, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. La vraie solution sur le nucléaire, de toute façon, c'est on a notre parc, on le fait durer 80 ans. Et ça suffit. On pourra couvrir tous nos besoins d'électricité. Le renouveler à un moment. Oui, et ben dans ce cas-là, on le renouvellera, mais avec la génération sur laquelle on avait 20 ans d'avance, qui étaient les surgénérateurs, parce que comme tous les autres pays au monde se mettent au nucléaire, il y a quand même à un moment donné une contrainte sur l'uranium. Ouais. Donc il faut quand même anticiper et anticiper à 50 ans. Que la diplomatie africaine du pays... Sans compter qu'on s'est fait sortir d'un certain nombre de pays qui étaient nos partenaires sur la fourniture d'uranium. Donc on doit, si vous voulez, ce réacteur Super Phénix, on avait vraiment 20 ans d'avance sur tout le monde. Là, on a plutôt 20 ans de retard sur les Russes et les Chinois. Il faut qu'on y aille. Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait tué à nouveau en 2019 ce projet-là, malheureusement. Il faut y aller. Et s'il y a un beau projet européen à faire, parce que l'Europe, ça sert aussi à ça de temps en temps, c'est de faire un surgénérateur européen. Ouais. Avec les Allemands, c'est pas gagné. Si ça refait le coup de l'EPR, c'est pas gagné du tout. Non. Et puis l'Union européenne, alors d'un côté, on a le nouveau président américain qui sort de l'accord de Paris, qui est très climato-sceptique, qui s'en fout complètement, hein, disons-le, et qui dit que le pétrole, c'est une énergie bon marché, il faut l'utiliser. En Europe, si on écoute Ursula von der Leyen et les différents leaders, notre ministre aussi Agnès Pannier-Runacher, il faut absolument continuer sur les objectifs climatiques, il faut absolument décarboner, il faut continuer sur cette ligne-là. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que le renouvelable va arriver dans le mix suffisamment pour l'industrie? Quelle est la réalité en fait dans toutes ces déclarations? La réalité, premièrement, c'est que l'objectif de l'accord de Paris, c'était de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est raté. Ça, c'est raté puisque c'était l'an dernier, on était à plus 1,5. Donc ça, c'est fait. Deuxièmement, quand on regarde la France, l'empreinte carbone de la France, en 2016, donc juste après la signature de l'accord de Paris, on était à 9,3 tonnes de CO2 par habitant. Eh bien, en 2023, on était à 9,3 tonnes de CO2. Donc, est-ce que Emmanuel Macron est climato-sceptique ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, continue de battre des records année après année, et qu'en 2024, après 29 apéros géants, vous savez les fameuses COP là, avec foie gras, champagne à volonté, petit four, champagne à volonté, on a encore battu un record d'émissions de CO2. Donc il y a quelque chose qu'on a loupé. La chose qu'on a loupé, c'est quoi ? C'est qu'en fait nous, en Europe, on fait baisser nos émissions, mais en fait elles pèsent pas pour grand chose. Et toute la croissance des émissions de CO2 se fait dans les pays émergents. Inde, Chine, Asie du Sud-Est, et ces pays-là consomment beaucoup de charbon. Et tant qu'on ne trouve pas un mécanisme pour les décourager de consommer du charbon, malheureusement, eh bien, ça continuera d'exploser. Oui, donc en fait c'est un leurre de faire croire que quelques pays qui vont, parce qu'ils ont un parc nucléaire, parce qu'ils ont du renouvelable, signer l'accord de Paris, vont changer la course du monde. Aujourd'hui, majoritairement... Aucun impact. Ouais. Si c'était si le CO2 était un polluant local, comme les particules, etc., ça aura un impact. Mais en fait, c'est global, si vous voulez. Donc, si vous baissez de 10% chez vous et que vous multipliez par 2 à côté, on comprend bien que ça va pas marcher. Aujourd'hui, en Europe, qui consomme le plus de charbon ? Alors aujourd'hui, en charbon, vous avez 2 pays qui se tirent un peu la bourre entre guillemets,
Pologne, Allemagne. Ouais. Pologne, Allemagne. Alors, il n'est pas impossible que la Pologne double l'Allemagne, parce qu'en fait, l'Allemagne, comme elle se désindustrialise à vitesse grand V, l'impact de tout ça, c'est que ça fait baisser le charbon. Donc on peut voir le verre à moitié plein sur ce niveau-là, terrible, mais c'est pas très bon quand même pour l'Europe, puisque l'Allemagne, ça reste quand même la locomotive. C'est elle qui fait notre excédent commercial. Donc l'Europe, elle est en train de se désindustrialiser tranquillement, avec son grand plan de décroissance, vous savez, le fameux Green Deal. Oui, qui est en fait un suicide industriel. Suicide sur l'autel de la vertu. On a vu vertu. les déclarations de Michelin qui expliquaient que maintenant, exporter depuis l'Europe coûtait trop cher même. Était impossible. Effectivement, l'interview de Florent Ménégo, le patron de Michelin, très intéressant, je le recommande à tous les auditeurs, qui est disponible sur le site d'ailleurs de l'Assemblée ou du Sénat. Effectivement, il dit que avant le Covid, le coût de production en Europe, c'était 30%. Donc, bon an, mal an, on pouvait s'en sortir par rapport à l'Asie. Maintenant, on est à x2. Donc x2, c'est impossible. Et je pense que c'est repris par d'autres industriels qui font de l'acier aussi. Ouais. On ne peut plus produire en Europe et exporter, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a aussi cette déclaration de Trump sur la voiture, en disant vous pourrez construire et piloter la voiture que vous voulez. Donc la voiture thermique a de beaux jours devant elle aux États-Unis. En Europe, on impose la voiture électrique, c'est les Chinois qui gagnent. On interdit la thermique, c'est les Allemands qui perdent. Comment faire pour sortir de ce cycle infernal? En fait. Le problème, si vous voulez, c'est que l'Europe, c'est quand même quelque chose qui a été plutôt mis en place pour défendre les entreprises, mais aussi les consommateurs en termes de pouvoir d'achat. Donc en fait, son but, c'est que tout coûte le moins cher possible. Et donc c'est pour ça qu'elle allait développer le libre-échange partout, même si c'est la seule, grosso modo, qui respecte les règles de l'OMC. Oui, parce que tout le monde est protectionniste. Hein. Voilà, exactement, que ce soit la Chine d'ailleurs ou les États-Unis. Et donc, la grosse différence, par exemple, de l'Europe par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, c'est que les États-Unis, ils veulent bien faire la transition énergétique, mais pas en made in China, pas en made in charbon. Donc ils disent, moi je veux bien faire ça. C'est ce qu'a d'ailleurs très bien fait Joe Biden avec ce qu'on appelle le IRA, Inflation Reduction Act, où il a dit, moi je veux bien mettre des panneaux solaires, mais produits aux États-Unis. Je veux bien vendre des voitures électriques, mais produits aux États-Unis avec des batteries produites aux États-Unis, avec des métaux extraits des États-Unis. Alors que nous, en Europe, comme on veut être beau sur la photo, on va aller parer au moins cher. Donc on va acheter le moins cher du panneau solaire fabriqué en Chine dans des mauvaises conditions, etc. etc. Et puis on voit finalement que de toute façon l'impact est infinitésimal. C'est ça la vérité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'Europe, elle a 500 millions de personnes. C'est le plus grand marché au monde, plus gros que les États-Unis. 500 millions de personnes qui ont un pouvoir d'achat élevé. Donc on décide. On a le choix. Et donc, on peut dire, écoutez, nous, on va être sincères dans notre volonté de faire baisser les émissions de CO2, et pour ça, il faut baisser le charbon. Donc, messieurs et mesdames, les Chinois, les Indiens, les Américains, vous voulez nous vendre des produits, pas de problème, par contre, pas fabriqués au charbon. Et donc, je mets en place, je taxe le charbon importé. Donc la partie du produit que vous me vendez qui est faite avec du charbon, elle va avoir une taxe. Et donc en Chine, par exemple, 60% de l'électricité vient du charbon, taxe à l'importation de 60%. On vient d'ailleurs, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, l'Union européenne a mis en place il y a 2-3 mois une taxe d'importation de 45% sur les voitures électriques. Donc c'est pas mal. Ils peuvent le faire. Donc ils peuvent le faire. Les États-Unis sont à 100% sur les voitures électriques, 100% sur les panneaux solaires. Donc nous, on est un peu au milieu du gué, mais je pense qu'on est capable. Si on veut pouvoir produire, pouvoir réindustrialiser, on ne peut pas réindustrialiser sans se protéger. Ça n'existe pas. Mais là, on a fait tout l'inverse, en fait. On a massacré l'industrie automobile allemande. On fait la même chose en France. Il n'est pas encore trop tard, Alexis. Il n'est pas encore trop tard. Bon, vous êtes du côté optimiste. On peut faire marche arrière. Le problème de ces taxes, c'est l'inflation. C'est que les produits vont commencer aussi à devenir plus chers. Alors, c'est déjà cher, la voiture électrique. Oui et alors non. Si en plus vous la taxez... Oui et non, parce que, par exemple, sur les voitures électriques, on vient d'imposer une taxe de 45% sur les voitures chinoises. Est-ce que le prix des voitures électriques a augmenté? Non, il n'a pas augmenté. Parce que les Chinois jouent aussi à parce qu'ils peuvent absorber, en fait. Ils ont un avantage. Il faut comprendre que la Chine, c'est quand même 70% des ventes de voitures électriques dans le monde. Donc, ils ont des économies d'échelle qui sont incroyables. Prenez un groupe comme Renault, Nissan, Mitsubishi. Ils ont vendu cette année 250 000 voitures électriques. BYD, il en vend 500 000 par mois. 25 fois plus. Donc, si vous voulez, ils ont un petit peu de marge. Si je vous prends un autre exemple, prenez un t-shirt fabriqué en Chine, on va dire pour 2 €, vendu 20 €. Vous mettez une taxe de 60% sur 2 €, ça veut dire qu'il va coûter 3,20 €.
Vous pensez qu'ils vont répercuter le euro 20 en plus sur les 20 euros? Non. Donc il y a des marges gigantesques chez les distributeurs. Donc c'est les distributeurs qui vont encaisser. Juste un chiffre. Ce qu'on a proposé donc avec Philippe Charlet, ce qu'on appelle cette taxe sur le charbon importé, ça pourrait générer 80 milliards d'euros par an à la France. Donc c'est 8 points de TVA sociale, 3% de PIB. Donc on le met en place. Demain, on est dans les clous de Bruxelles. Ouais. Hein, donc c'est quand même quelque chose. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas parce qu'il faut que ça monte au cerveau. Ouais. Ça prend. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans comme conseiller scientifique à France Stratégie. Ouais. Ça prend entre 5 et 10 ans pour monter au cerveau. Donc c'est autant d'années perdues en réalité. Oui, mais faut voir le verre à moitié plein. Si ça monte au cerveau dans 5 ans, ce sera mieux que rien. Ouais. C'est quand même incroyable de se dire que les Européens ont déjà eu une mandature Trump, ils n'ont rien fait, ils auraient pu se préparer. Alors, ils ont fait quelque chose, puisque en fait, ce qui s'est passé là avec Trump en août 2018, c'est-à-dire c'est l'heure de gloire de Jean-Claude Juncker. C'est-à-dire que Donald Trump dit donc Angela, moi quand je vais à New York, je vois beaucoup de BMW, mais quand je suis à Berlin, il n'y a pas beaucoup de Ford. Donc je vais mettre 25% de taxes sur tes voitures. Et Angela a fait ça m'arrange pas trop. Et donc Jean-Claude Juncker est allé faire une grosse négociation. On se souvient d'ailleurs de sa vidéo. Ouais, c'était sa négociation de départ. Sa négociation de départ. Et donc il a échangé pas de taxes contre du gaz de schiste américain. Je vous rappelle qu'il est interdit bien évidemment d'exploiter en France. On n'est pas à une contradiction près. Et du soja OGM. Donc c'était ça le deal. Là, les Américains commencent à exporter leur gaz. Donc on sait faire. Là, on est quand même le plus gros client des États-Unis sur le gaz de schiste. Donc on en achète beaucoup. La France, toujours champion du monde de l'importation des gaz de schiste. Mais Donald Trump veut quand même nous mettre 20% de taxes à l'importation. Donc on ne sait pas comment ça va se négocier. Mais on a vu justement Ursula von der Leyen qui avait pris la suite de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne à Davos faire des discours sur le fait que l'Europe sera fidèle à ses valeurs et saura défendre ses intérêts. Mais il n'y a pas de plan en réalité. On a l'impression d'une improvisation. Non. Je pense qu'ils vont. Vous savez, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Moi, c'est quelque chose. Taxe carbone aux frontières de la France, je le défends depuis presque 15 ans. Bon, mais il y a 15 ans, qui aurait pu imaginer que l'Union européenne allait mettre ce mécanisme en place? Alors, ce mécanisme, moi, je considère que c'est plutôt de la com qu'autre chose, d'ailleurs. Mais l'Europe commence à se protéger, donc c'est une question de temps. Et la chance qu'on a, parce que je reste très optimiste en janvier 2025, la chance qu'on a, c'est que avec Donald Trump, je vous disais 5 à 10 ans, peut-être que ça va réduire de 2 à 5 ans. On va peut-être gagner du temps. Vite. Si on réagit pas vite, là, si on saute pas de la casserole, on va finir ébouillanté. Donc il faut y aller, et c'est pour ça que moi je pense que Donald Trump, en fait, pourrait probablement réussir à réindustrialiser l'Europe. En tout cas, c'est le vœu que je fais. Bon, espérons que ce vœu se réalise. Merci beaucoup, Nicolas Meillan, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet ô combien important du prix de l'énergie et aussi des mécanismes de défense de l'Union européenne, même si on est encore loin du compte. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver pour l'édito. On va parler de notre président TikToker. Vous le connaissez, c'est Emmanuel Macron. Il a beaucoup d'abonnés, je crois, sur TikTok. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, vous avez peut-être vu passer cette vidéo d'un TikToker qui se plaint d'être verbalisé parce qu'il paye au péage avec son téléphone portable. Et figurez-vous qu'Emmanuel Macron lui a répondu. On va écouter d'abord le TikToker qui explique son désarroi. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Ah ouais, c'est grave. Et c'est pas le seul. Et donc, du coup, ça a levé un vrai problème. Et le président de la République, tenez-vous bien, oui, Emmanuel Macron, la clé de voûte des institutions de la Ve République, s'est fendu d'une réponse sur TikTok. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Ouais. Donc, j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Incroyable. Merci pour l'alerte. Merci pour l'alerte, merci président. Incroyable. Alors vous allez me dire, mais il n'a pas autre chose à foutre le président? Si quand même, il y a toujours le conflit en Ukraine. On voit la diplomatie française qui est une catastrophe au niveau international. L'économie française, le budget. Où en est-on d'ailleurs du budget, François Bayrou? Allô, il y a quelqu'un? Bon, bref, non, visiblement, il s'occupe de tous les sujets. Et alors, le pire, c'est que on apprend dans le Parisien aujourd'hui qu'à l'Élysée, on assume et on dessine un nouveau rôle
rôle pour le chef de l'État qui entend se positionner comme une sorte de lanceur d'alerte en se faisant chambre d'appel, transmetteur. Il est à la fois dans les grands enjeux géopolitiques de prospérité, le chef des armées, et puis comme son rôle est désormais différent, il peut se faire le relais auprès du gouvernement des préoccupations des gens. Alors si vous voulez interpeller Emmanuel Macron, c'est simple, allez sur TikTok, si vous prenez par exemple une prune pour les ZFE en disant c'est dingue, je viens d'arriver en ville avec ma voiture critère 3, je pensais que cette année il n'y aurait pas d'amende, ou bien les caméras embarquées sur les voitures, bah ça alors, encore une amende, ou tiens, Emmanuel Macron, j'ai essayé le site de la NTS, ça marche pas, c'est vraiment bidon ce site, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Et alors, cette vidéo, elle a fait 7 millions de vues sur les péages de TikTok, et ils sont très contents à l'Élysée. Mais vous savez, ce destin d'influenceur d'Emmanuel Macron, il n'est pas nouveau, il était là même avant qu'il soit à 18% de Français satisfaits de son action. Rappelez-vous avec McFly et Carlito, par exemple. Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Et ils sont venus tourner à l'Élysée, se rouler dans la pelouse, faire un concert de métal et péter dans les micros pour rigoler avec le président de la République. Et puis ce président de la République, décidément hors norme, incroyable, eh bien il n'est pas une déclaration d'influenceuse de Dubaï près. On va écouter la pensée complexe d'Emmanuel Macron, c'était lorsqu'il faisait campagne. Et on est tous des enracinés. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. Voilà, on s'est habitué finalement au fil des années. Mais quelle honte en fait de dégrader la fonction présidentielle à ce point-là. Je ne sais pas comment on fait pour supporter, mais je crois qu'on n'a pas le choix, malheureusement. Allez, on se retrouve tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour ce deuxième entretien est Alexandre Melnik, professeur de géopolitique, ancien diplomate. Bonjour. Bonjour. Je voulais m'entretenir avec vous des dernières déclarations de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, au forum de Davos, où il expliquait que le soutien occidental était toujours trop faible et qu'il s'attendait à l'envoi de troupes, 200 000 troupes, et pas seulement pour sécuriser certaines villes en Ukraine, mais pour aller au front. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Écoutez, je pense que c'est tout à fait la stratégie de Zelensky depuis le début de l'invasion massive de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Donc, c'est-à-dire, il s'adresse aujourd'hui à l'Occident, il essaie de réveiller les consciences. C'est ça qui est important. Pas seulement le nombre de troupes, etc., parce que ça peut paraître un peu fantaisiste. Bon, ça va évoluer. De toute façon, la situation est extrêmement évolutive. Mais ce qu'il veut faire, et il faut vraiment recadrer les choses, revenir aux sources, il veut réveiller l'Europe. Il veut réveiller l'Europe aujourd'hui, qui me rappelle un peu un lapin qui est pris, vous savez, dans les phares, tétanisé, lapin dans les phares de la voiture. Donc, on est tétanisé, l'Europe, entre le bulldozer Trump, qui balaye complètement tout, ce que j'appelle le gourdin nucléaire, enfin la peur du gourdin nucléaire de Poutine. Et finalement, est-ce que l'Europe existe? Donc il faut réveiller, c'est ça le but, c'est ça l'objectif de Zelensky. Mais l'Union européenne, on le voit, elle est plutôt hors jeu. On a vu un échange d'amabilité entre Donald Trump et Vladimir Poutine en disant oui, on est prêt à négocier, mais on attend un geste du président russe. Du côté du Kremlin, on dit oui, mais on attend un geste aussi du côté de Washington. L'Europe n'est pas du tout dans l'équation pour ce qui serait de pourparler de paix. C'est ça le problème, parce que l'Europe est la première concernée par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il faut quand même rappeler qu'il s'agit d'une guerre existentielle dont dépend la survie de la civilisation occidentale et en premier lieu de l'Europe. Et vous, ce que vous appelez échange de mobilité, finalement, c'est, vous savez, c'est un coup de billard à trois bandes où il valse à deux temps entre deux mâles alpha qui essaient de se départager le monde sans l'Ukraine d'ailleurs, parce que c'est ça, enfin, le deal, la première version du deal, c'est-à-dire négocier une espèce de deal transactionnel entre deux qui se prétendent pouvoir avoir la possibilité de partager le monde. Et l'Europe, elle est où là-dedans? Et ce qui se passe, ça se passe en Europe quand même. Et l'Europe, malheureusement, est aux abonnés absentes.
Mais il y a quand même un relent de guerre froide incroyable. On a l'impression que, même si ce n'est pas dit, une des solutions évoquées, et sans même les Ukrainiens, ce serait de partager l'Ukraine à partir de la ligne de front et de faire une solution à la coréenne, en quelque sorte. Oui, ça peut être en fait un scénario, à mon avis, à éviter, parce que faire ça, c'est mettre une bombe à retardement sous les fondations de la sécurité collective qui avait été établie telle qu'elle avait été établie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça ne résout rien finalement. Ça pourrait être un cessez-le-feu temporaire, mais c'est pas du tout un accord de paix durable, parce que l'Ukraine n'a jamais accepté les conditions de Poutine. Poutine, aujourd'hui, ne peut pas reculer non plus. Trump peut tout se permettre, sauf une chose, la faiblesse. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre ce mano à mano contre Poutine et montrer sa faiblesse. Donc, c'est ça aussi la situation. Donc on a vraiment besoin d'une solution disruptive, d'une nouvelle solution dans ce monde qui est devenu nouveau, parce que vous avez parlé de cette guerre froide. Mais attendez, la guerre froide, c'était la confrontation de deux blocs idéologiques entre le communisme et le capitalisme. Ça n'existe plus. Le monde d'aujourd'hui est complètement différent. On ne veut pas régler les problèmes. Par exemple, Nixon et Brejnev qui réglaient les problèmes du monde pendant la guerre froide que vous avez évoquée. Mais aujourd'hui, le monde est complètement différent. Il est d'abord interdépendant, interconnecté, globalisé. Donc il faut aussi se réveiller par rapport aux nouvelles réalités du monde dans lequel nous vivons. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de panne de réveil parce qu'au final, on a l'impression que la lecture du monde de l'Union européenne reste sur cette base où, avec l'OTAN, avec le grand protecteur américain, eh bien, on fait partie du bloc atlantique, et puis en face, la Russie reste l'ennemi de toujours, comme si c'était la Russie soviétique, sans voir l'émergence des BRICS aussi, qui est en train de faire qu'un monde multipolaire se met en place de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème vis-à-vis des Européens d'avoir été endormis trop longtemps et de se dire que l'OTAN suffirait ? Vous mettez le point sur le problème essentiel, évidemment, une panne, comme vous l'avez dit, une panne de réveil. Je dirais qu'on est toujours dans cette espèce de myopie géopolitique. On n'a pas vu de danger, le principal danger pour la paix en Europe, c'est Poutine. Donc on a complètement ignoré ça. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il faut rappeler ça quand même, les fondamentaux, on s'est mis dans une sorte de confort, dans les zones de confort sous le parapluie américain. Donc à un moment donné, l'Europe non seulement doit se réveiller, ça c'est un impératif absolu, mais l'Europe doit devenir adulte, parce que l'Europe s'était infantilisée après la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi consubstantiel à la façon dont l'Union européenne est faite, c'est-à-dire les pays sont en ordre dispersé, on voit des pays comme la Hongrie, comme la Serbie, etc., qui vont plutôt jouer la carte du gaz russe, et puis des pays comme la Pologne, les pays baltes, etc., qui eux sont 100% derrière l'OTAN. Comment faire pour qu'il y ait un ensemble cohérent quand on voit qu'il y a des intérêts divergents qui restent importants? Il faut retrouver l'unité. Comment faire, personne ne le sait, mais c'est un saut dans l'inconnu. Peut-être il faut se rappeler les fondamentaux de l'Europe. Les fondamentaux de l'Europe, la civilisation européenne, qui d'ailleurs ne se résume pas du tout à l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Pas du tout, les fondamentaux de la civilisation européenne, donc c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Donc il faut retrouver les fondamentaux de l'Europe, et retrouver les fondamentaux de l'Europe, ça veut dire retrouver l'unité par rapport au danger aujourd'hui, le danger existentiel qui pèse sur l'Europe. D'ailleurs, l'Union européenne, je rappelle, s'est fondée après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est posé en s'opposant à la menace à l'époque communiste. Donc évidemment, le paradigme a changé, mais peut-être dans les périodes de crise, comme disait Jean Monnet, l'Europe peut justement réaliser ce sursaut. Et ce sursaut doit être salutaire pour l'Europe. Parce que je dis souvent que le dilemme aujourd'hui, le choix devant lequel se trouve aujourd'hui l'Europe, soit remettre
soit disparaître dans ce monde globalisé où la civilisation occidentale, de façon générale, n'exerce plus le monopole de l'histoire. Vous avez évoqué les BRICS, on peut évoquer ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, etc. Le monde aujourd'hui n'est plus forcément, automatiquement, un monde occidental. Bah, pas du tout, et c'est vrai que sur ce mouvement des BRICS, on a vu beaucoup de mouvements hein, l'année dernière, avec des questions aussi de sortie du dollar, à laquelle Trump répond de manière de trumpienne en disant il y aura de toute façon des barrières commerciales, etc. Qu'est-ce qui pourrait arriver en fait? Est-ce que vous voyez quand même, au-delà de ce qui se passe de manière géopolitique, un accord de paix arriver quand même en Ukraine, puisqu'on a vu l'Inde être à la manœuvre, aussi la Chine qui pourrait devenir un allié des États-Unis dans cette gestion de crise ukrainienne. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec les BRICS? Non. Tant que l'incompatibilité des position entre Poutine et Zelensky est aussi flagrante, non. Je pourrais dire même que tant que Poutine sera au pouvoir au Kremlin, cette guerre continuera. Donc le cessez-le-feu, oui, pourquoi pas, mais comme je le disais tout à l'heure, le cessez-le-feu, ce n'est qu'un palliatif, c'est juste un pis-aller, donc qui ne permettra pas de régler les problèmes de fond. Et les problèmes de fond, c'est Poutine, parce que, encore une fois, je reviens aux fondamentaux, c'est lui qui avait déclenché cette guerre, c'est sa guerre à lui, qui n'est pas forcément d'ailleurs soutenue dans l'establishment et par les élites russes qui l'entourent, il faut le dire. En plus, non seulement il mène une guerre contre l'Ukraine, il massacre les Ukrainiens, mais il mène une guerre contre son propre peuple. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que Donald Trump avait aussi souligné ce point en disant que Poutine est en train de détruire son propre pays. Donc, le problème peut être résolu tout simplement lorsque le régime de Poutine sera complètement transformé. On va en parler, on va marquer une courte pause et on va continuer de parler de cette situation en Ukraine, de la place en Europe et aussi de ce qui change la donne avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. 0826 300 300 si vous souhaitez poser des questions au standard de Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Alexandre Melnik, ancien diplomate, professeur de géopolitique, pour parler de la situation en Ukraine avec cette arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que les choses vont peut-être changer? Est-ce que Donald Trump ne va pas finalement pousser les Européens à s'engager davantage aux côtés de l'Ukraine en disant que ce n'est plus un problème américain dorénavant et que c'est un problème européen? Évidemment, mais parce que le temps de la sous-traitance géopolitique est révolu. Donc on a parlé de ce réveil de l'Europe. Peut-être c'est une piqûre de rappel aussi. Il faut que l'Europe se réveille et assume son propre rôle face à ce danger existentiel qui pèse sur elle. Donc, et aussi l'Europe infantilisée, certes, mais aussi très faible. Je ne parle même pas d'économie, c'est un autre sujet. De pouvoir militaire, parce que vous savez, on dit que l'Europe vient de Venise, c'est-à-dire la déesse de la séduction, de la beauté, de l'amour, etc. Donc c'est soft power, ce qu'on appelle en géopolitique, c'est-à-dire l'attractivité du pouvoir pacifique, alors qu'on a complètement oublié la gravité de l'histoire. On vit dans un monde où les guerres existent toujours. On a oublié la tragédie de l'histoire. Et cette tragédie de l'histoire, aujourd'hui, revient en boomerang et nous sommes les premiers concernés, nous les Européens. Oui, mais c'est aussi une question qui se pose. Pourquoi personne n'a bougé quand la Russie a annexé la Crimée en 2014? À l'époque, visiblement, il n'y a pas eu de levée de bouclier et ça s'est passé de manière assez rapide. Vous savez, ça, il faut vraiment remonter une fois de plus aux sources. Tout simplement, d'abord, on ne comprend pas la Russie. On confond l'Union soviétique, la Russie, on met tout dans le même sac, les bolcheviks, Dostoïevski, les clichés, surtout en France d'ailleurs. Donc, il y a aussi
d'idiot utile en France, c'est-à-dire qui travaillent pour la Russie sans le savoir. Et il y en a qui sont d'ailleurs payés et rémunérés pour ça. Donc on a eu cette espèce de myopie, cécité géopolitique, et on ne savait même pas à un moment donné que l'Ukraine, c'est un État indépendant, souverain, dont l'identité est antérieure d'ailleurs à celle de la Russie. On pensait que l'Ukraine, c'est quelque chose, une périphérie des grandes Russies, de toutes les Russies. Et lorsque la Russie a dit à Poutine, tiens, on va dynamiter complètement l'ordre mondial et on va annexer, parce que je répète que la Crimée était reconnue par la loi internationale après l'effondrement de l'Union soviétique comme une entité ukrainienne, on s'est dit, non, il n'y a pas de problème parce que la Crimée, c'est la Russie. Bon, c'est-à-dire, c'est quand même une aberration géopolitique incroyable. Et encore, il faut ajouter à cela cette peur, je dirais presque panique devant le gourdin nucléaire de Poutine. C'est-à-dire comme si quelqu'un qui pouvait justement complètement bousiller, anéantir le monde. Mais il faut toujours garder à l'esprit que l'Union soviétique, c'est pas la Russie. L'Union soviétique, c'était une des deux grandes puissances du monde pendant la guerre froide, alors que la Russie aujourd'hui, c'est plutôt une puissance pauvre. Est-ce que je dois rappeler que, par exemple, le PIB américain est 20%, j'ai bien dit, 20% supérieur au PIB russe, que l'économie russe aujourd'hui, je ne parle même pas des sanctions qui ont frappé ce pays, mais c'est une économie archaïque, c'est une économie unijambie, c'est-à-dire basée seulement sur les exportations de matières premières. Il n'y a pas de diversification de cette économie, alors que l'Amérique, elle, reste la première puissance du monde, malgré toutes les difficultés auxquelles la civilisation occidentale, dont les États-Unis ont été pendant longtemps le pays phare, est confrontée actuellement dans ce monde global, challengé par les nouveaux pôles d'excellence comme la Chine, comme l'Inde, etc. Mais il y a quand même la question des populations russes du Donbass qui ont été attaquées aussi, bombardées pendant plusieurs années. C'était un problème aussi, cette composition ukrainienne. Non, c'est-à-dire parce que là, vous reprenez le narratif de la propagande Poutine qui disait grosso modo... c'est une réalité, ces bombardements au Donbass, ils ont existé sur des populations civiles. C'était le premier, alors donc c'est pas quand même les Ukrainiens qui avaient bombardé leur propre population, c'est les Russes, sous prétexte, quel était le prétexte? Que tous ceux qui parlent russe sont russes. Mais c'est aussi un non-sens incroyable. Imaginez un peu que si les Français, nous, on dit tous ceux qui parlent français sont français. Donc, voilà. Et la ethnicisation de cette démarche de Poutine, que tiens, il y a une population russophone, mais ça ne veut pas dire que c'est une population russophone, c'est une population russe. Donc, dans cette région de Donbass, il y avait les possibilités de s'exprimer dans plusieurs langues. Il y avait diversité multinationale, multiethnique, multilinguistique. Donc, à mon avis, il ne faut jamais tomber dans le piège de la propagande. Il faut essayer de comprendre le monde tel qu'il est. Et donc, dans ce Donbass, la zone de Donbass, évidemment, la population était essentiellement russophone. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est plus russophone. Mais il y a les Ukrainiens qui parlaient russe parce que les Russes étaient la langue véhiculaire de l'Union soviétique. Et les deux pays sortaient de l'Union soviétique, mais ne parlent plus le russe parce que le russe est devenu la langue de l'agresseur. Donc ça, il faut comprendre aussi. Et l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Donbass faisait partie de ce pays indépendant et souverain, reconnu par la loi internationale, y compris d'ailleurs par la France. Est-ce que je dois rappeler le mémorandum de Budapest de 1994, où l'Ukraine, mais sans participation de la France, mais avec la participation des États-Unis et de l'Angleterre, l'Ukraine, en tant que pays, en tant qu'entité indépendante sortie sur les ruines, des ruines de l'Union soviétique, a transféré les armes nucléaires sur le territoire de la Russie en échange de la promesse de la Russie de respecter l'intégrité territoriale. L'Ukraine a rempli son engagement, c'est-à-dire les armes nucléaires ont été transférées à Russie. Imaginez un peu si l'Ukraine aujourd'hui possédait des armes nucléaires. C'était la troisième puissance du monde d'ailleurs. La Russie, est-ce qu'elle a respecté cet engagement?
Donc, je ne parle même pas de traité de Minsk, qui était aussi une sorte de rustine sur les pneus crevés. C'est pour ça qu'il y a, et je reviens au début de notre conversation, de nos échanges, il y a la possibilité et même la nécessité, étant donné une certaine lassitude de la guerre et les souffrances dont le cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu ne sera qu'une mesure palliative par rapport au règlement de ce problème et qui risque de prendre beaucoup de temps. Eh bien, on va voir. Merci beaucoup, Alexandre Melnik, d'avoir été avec nous. On va voir effectivement 100 jours pour l'émissaire de Trump pour trouver une solution, un accord, un cessez-le-feu en Ukraine. On va suivre évidemment de près la suite des hostilités. Nous, on va marquer une courte pause pour se retrouver à 13h avec notre invité qui sera Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, qui est l'auteur de L'ère de la flemme, un livre qui parle de cette fin de l'effort et puis ou surtout de l'avènement de l'IA, de la robotique. Qu'est-ce qu'il va advenir des humains dans ce monde où finalement on ne veut plus rien faire? À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, auteur de L'ère de la flemme, un livre qui parle de notre peur de la fin de l'effort en fait, la crise de l'effort. Et alors, extrêmement important, je vous mets cet extrait de Jean-Sébastien Bach. J'apprécie la toccata en ré, évidemment. Évidemment, parce qu'il est partout dans ce livre en fait, Jean-Sébastien Bach. Il a été le déclic pour vous en fait sur l'effort. C'est le moment de se dire en fait, pour faire des belles choses, il faut quand même y mettre du cœur et essayer. C'est exact, je raconte ça dans mon livre. Moi, je m'ennuyais ferme jusqu'à mes 16 ans où j'ai découvert une première passion, où j'ai découvert la musique. Je me suis mis à partir de zéro et tout seul en fait au piano pour faire de l'orgue et fasciné par. J'étais tombé sur un disque en fait de Bach, d'orgue, et puis voilà, j'ai voulu faire ça. Puis après, ça m'a amené à d'autres instruments, à d'autres auteurs, d'autres compositeurs, et puis de là à la littérature, et puis à d'autres disciplines aussi. En fait, j'ai découvert l'effort avec la musique. Voilà. Ouais, le fait assez tard en fait, parce qu'avant j'étais un très mauvais élève d'ailleurs. Oui, mais alors il y a plein de façons de se faire plaisir avec l'effort. C'est ce que vous dites dans ce livre en fait. Sans effort, pas d'humanité. Vous partez d'ailleurs de l'histoire de l'humanité. On avait peu de chances de survie en réalité si on restait oisif à être uniquement chasseur-cueilleur. Et même les chasseurs-cueilleurs d'ailleurs avaient une vie extrêmement violente et difficile. Jusqu'aux années 1900 et au progrès de la médecine, c'était très difficile de survivre quand on était enfant. Au-delà de l'âge d'1 an ou 2 ans. D'ailleurs, Jean-Sébastien Bach a perdu de nombreux enfants. 10 sur 20, très exactement. Voilà, ouais, donc c'était quand même quelque chose qui était commun à l'époque. Et cette vision en fait de l'humanité qui est en plus, nous sapiens sommes faits pour calibrer en fait pour l'effort. Mais alors l'effort de long terme, c'est ce que vous dites aussi dans ce livre. On est particulier par rapport à d'autres espèces animales. Oui, on a une grande résistance et en particulier grâce au mécanisme de la sudation, ce que n'ont pas les chiens. C'est pour ça que quand ils ont chaud, ils sont obligés de respirer très très vite. Et nous, en fait, on a une résistance sur la durée extrêmement forte qui nous permettait probablement de courir après les proies et de les fatiguer. C'est l'une de nos qualités. On n'en a pas beaucoup parce que on n'a pas la vitesse du léopard, on n'a pas la résistance, et puis on a perdu nos poils assez vite. Là encore, par la technologie d'ailleurs, parce que les vêtements nous ont permis de gérer différemment, et puis notre température, et puis d'aller habiter des endroits qui n'étaient pas faits pour nous. En fait, c'est toujours ce rapport un petit peu ambivalent qu'on a à la technologie. Ces technologies, elles sont créées pour nous augmenter, mais en même temps, elles nous réduisent un petit peu. Quand on a inventé l'arc et puis la lance composite, ça nous a permis de courir moins vite, mais du coup, on a perdu en masse musculaire. Et ces technologies qui ont accompagné notre humanité, on ne serait pas aujourd'hui tel qu'on est si on n'avait pas eu ces technologies. Elles nous ont transformés et elles ont toujours eu comme but d'éviter les efforts. Quand on a l'élevage, c'était l'idée de ne plus avoir à aller courir chasser, c'était d'avoir la bête sur place, profiter du lait, etc. Et ça a été l'histoire de la technologie jusqu'à maintenant. L'agriculture, évidemment, pour avoir plus de calories, plus facilement. Ouais. Alors, ça n'a pas toujours bien marché parce que l'agriculture, elle a multiplié les bouches, donc finalement, on a quand même beaucoup bossé et ça a été encore plus dur en termes d'efforts. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, la vie, c'était une somme d'efforts extraordinaires pour les 3 besoins essentiels.
essentiel. Vous avez parlé de survivre, mais l'autre besoin essentiel, c'est appartenir à la société. Et alors là, dans les sociétés, en particulier paléolithiques, on voit la force des rites d'initiation, la rigueur avec laquelle vous devez occuper la place que la société a déterminée pour vous. Et ça, c'était vrai jusqu'à il y a très très peu de temps. C'était pas à la société de se régler sur vous, c'était vous qui vous réglez sur la société. Puis la troisième chose, le dernier grand besoin, c'est se réaliser. La réalisation de soi, la réalisation de soi, jusque-là, elle était donnée à travers des exemples extrêmement élevés, difficiles. Le saint, le héros, une figure mythique, le chevalier, une figure mythique extrêmement difficile. Et il y avait d'ailleurs beaucoup d'appelés, très peu d'élus en fait là-dedans. Et ben aujourd'hui, nous avons des réalisations qui sont peut-être plus démocratiques, plus faciles. On est passé à une forme d'édonisme, d'édoner en grec le plaisir, c'est-à-dire que ce qui fait qu'une vie vaut d'être vécue, c'est la somme des plaisirs, des expériences positives qu'on y aura vécues. Oui. Ce que je critique pas en soi, hein, mais j'explique quelles conséquences ça a sur notre rapport à l'effort. Oui, et la limite en fait de cet hédonisme, même d'ailleurs chez les Grecs, où il fallait quand même limiter, être conscient qu'on ne pouvait pas vivre simplement d'oisiveté. Et sur cette idée aussi de la société, de l'individu qui ne prime pas sur le fait social, on a l'exemple des cathédrales par exemple. Hein. Là, on a pu reconstruire Notre-Dame en 5 ans. On a vu ce qui a été fait. À l'époque des cathédrales, c'est pareil. Les compagnons bâtisseurs travaillaient, non pas pour s'accomplir, mais accomplir quelque chose qui allait les dépasser. Déjà, ne pas voir la fin du chantier, et puis ensuite être conscient de faire grande œuvre vis-à-vis de ce que eux faisaient au quotidien. Si on regarde les grands monuments du passé, d'ailleurs, c'est même les pyramides aztèques, il y a des millions d'heures de travail. C'est incroyable. Ça donne le tournis, la débauche d'énergie dans une époque qui était extrêmement difficile. Alors dans le livre, je suis allé voir, on a le détail de l'emploi du temps, du travail sur le chantier de la cathédrale de Rouen autour du XIIIe siècle. C'est vraiment étonnant. Alors il y a pas mal de jours chômés, contrairement à ce qu'on pense. Il y en a quasiment autant qu'aujourd'hui en fait à l'époque. Avec le week-end. Il y a quasiment un week-end puisque vous arrêtez à la moitié de la journée samedi, dimanche évidemment est chômé, et puis il y a plein de fêtes religieuses. Mais enfin, quand vous travaillez, alors là vous bossez dur. Ça change en fonction du soleil. Vous travaillez encore plus en été, mais en gros vous êtes quasiment présent sur le chantier au maximum. C'est quasiment des journées de 16 heures. C'est vraiment très long. L'été, c'est vraiment très long. Vous êtes quasiment à 5 heures sur le chantier le matin. Et avec évidemment un élan qui fait que vous travaillez évidemment parce que vous êtes rémunéré, mais bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée-là que même ce qui ne sera jamais visible dans ce que vous avez fait, même la partie que personne ne verra jamais, qui sera cachée pour toujours, pour les siècles des siècles, elle est aussi parfaite que la place que vous avez laissé. C'était une époque assez fascinante après coup, où vous travaillez pour autre chose, pour l'élan de quelque chose d'autre. Alors moi je dis pas qu'il faut nécessairement revenir à cette époque-là, mais parce que c'était quand même ce sont des morales du sacrifice, y compris la religion ou la patrie. C'est des morales, vous allez donner des morales du devoir. Je dis juste que ce qui est frappant, et je parle beaucoup de mes grands-parents notamment, qui sont mon exemple représentatif de leur époque, c'est qu'à leur époque, se faire plaisir n'était pas une catégorie. C'était même un truc qui aurait été totalement honteux. Oui. Non, mais c'était un truc délirant. C'est plutôt les exemples dont on parlait pas devant les enfants et qui étaient les exemples négatifs de gens qui s'étaient perdus par le jeu et les femmes, en gros. Hein. Donc voilà, on allait éviter ça. Et au contraire, ta dignité, c'était être fidèle à ce que la société voulait de toi et montrer évidemment les qualités qu'on voulait de toi. C'est tout récent d'avoir rendu positif le fait d'être comme on est, c'est-à-dire de pas se plier à la société, mais que ce soit la société qui accepte ce qu'on est, l'idée d'authenticité, et puis l'idée que on n'est pas à se faire autre chose qu'à se faire plaisir en fait, l'idée qu'aujourd'hui ça soit le plaisir soit l'alpha et l'oméga. Ce qui, encore une fois, n'est pas en soi négatif de notre vie. Il y a en revanche des qualités de plaisir. C'est ce que Aldous Huxley ou des philosophes comme Stuart Mill d'ailleurs expliquent. Il faut faire attention. Il y a plaisir et plaisir. Il y a le plaisir de l'endormissement et le plaisir de la chasse, par exemple. D'ailleurs, c'est Nietzsche d'ailleurs qui a aussi cette idée-là. On confond un peu deux types. Et le risque, c'est que la société d'aujourd'hui, en particulier hyper technologique, avec dans nos poches de quoi nous faire plaisir immédiatement par des contenus
qui sont avec le défilement de la mort, le doom scrolling comme on dit, des réseaux sociaux, des contenus qui vont vous plaire tout de suite et donc qui vont plutôt nous faire consacrer notre vie à des plaisirs plutôt de mauvaise qualité. Ouais. Et finalement, c'est quoi l'effort? L'effort, c'est mettre à distance le plaisir immédiat. C'est économiser son plaisir pour l'épargner, le faire fructifier et avoir demain des satisfactions plus élevées, un plus grand plaisir, plus durables, un plus grand plaisir et, musique, et surtout d'une qualité. Voilà. Se voir évoluer parce qu'on a des heures d'entraînement dans le sport, enfin dans toutes les disciplines. Le sport, la musique, des milliers d'heures d'entraînement, la danse, évidemment, toutes les pratiques d'art, des pratiques qui vont faire que vous allez avoir accès à une qualité de plaisir qui n'est même plus, c'est même plus du même ordre en fait. Évidemment, on pourrait faire une comparaison grossière, mais dire c'est entre le morceau de sucre que vous allez prendre qui vous fait plaisir tout de suite parce que il y a la récompense dopaminique, et puis la haute cuisine, la gastronomie qui fait que vous aurez développé vos sens et que vous êtes capable, par exemple, de goûter du vin avec modération, mais en étant autre chose qu'un simple buveur. Mais ça se travaille. Ouais. Et l'idée que ça se travaille, en fait, c'est pas très démocratique, c'est un peu aristocratique et ça plaît pas à notre époque. On veut que tout soit accessible tout de suite. On est dans la civilisation du tout de suite parce que comme ça, il n'y a plus de différence entre celui qui a fait un effort et celui qui l'a pas fait. Oui, la facilité qui n'amène pas le meilleur dans chacun. Il y a aussi un autre point dans le livre sur le fait que l'humain, contrairement à d'autres mammifères, doit dépenser son énergie et non pas la conserver et l'économiser. Ce qui est le cas des grands singes, des pandas. Enfin, on va trouver des animaux qui vont, eux, bouger le moins possible. L'humain, c'est le contraire. Il faut qu'ils bougent. Il y a plein d'animaux, alors c'est plein de grands singes, ils ne sont pas faits pour faire du sport, pour faire l'activité physique, ils peuvent ne rien foutre de la journée. C'est pas un problème. Non, mais l'être humain, c'est pas pareil du tout. Alors nous, on est calibré pour marcher une bonne dizaine de kilomètres par jour. Toutes les études médicales montrent que le développement de notre cerveau, la qualité des neurones, l'entretien, la forme physique, tout ça, c'est lié au fait de ne pas être sédentaire. Voilà. Et je crois que l'ANSES en 2022 a expliqué que plus de 95% des adultes étaient en dessous des recommandations en termes d'activité. Et pour les enfants, on est un peu moins, mais jusqu'à 17 ans, on est à 75% les enfants qui seraient pas dans l'activité normale. On est fait pour se secouer, en fait. C'est ça qui va créer d'ailleurs le bien-être. Souvent, au lieu de donner des pilules aujourd'hui, on ferait bien, d'ailleurs souvent on le fait, de prescrire de l'activité physique parce que ça a un effet extraordinaire. Mettre le nez dehors, effectivement. Ouais. Parfois, c'est un combat permanent pour les parents. On va marquer une courte pause et se retrouver avec Olivier Babot pour parler de ce livre L'Air de la Flemme aux éditions Buchet-Chastel. 0826 300 300 si vous souhaitez témoigner, poser des questions ou réagir à propos de cette génération flemme. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Olivier Babot, qui est président fondateur de l'Institut Sapiens et l'auteur du livre L'Air de la Flemme aux éditions Buchet-Chastel, pour parler de cette ère de la flemme. Vous écoutez la radio, c'est une saine activité parce que vous pouvez faire autre chose, mais on a un problème, c'est les écrans quand même. Cette génération où le téléphone portable prend une place extrêmement importante, ce scrolling permanent, ce shot de dopamine sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, il y a un risque presque civilisationnel en réalité sur l'usage que font les ados et pas seulement les adultes des écrans? On n'a jamais eu autant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu dans notre poche à portée, même à un doigt, la capacité d'avoir accès à des contenus infinis choisis précisément spécialement pour nous plaire, sélectionné par l'algorithme pour nous plaire et organisé de telle façon que à chaque fois que vous allez en regarder un, ça va vous donner envie de regarder le suivant. On a été fait, encore une fois, pour un monde de chasseurs-cueilleurs où les plaisirs étaient relativement rares, où les calories étaient rares, où tout a été fait pour nous donner envie justement d'aller chasser, de nous bouger. C'était l'idée du shoot de dopamine. On va aller essayer d'avoir la récompense et on pouvait pas se laisser aller. La survie était difficile. Partenir, comme on l'a dit, était difficile. Et donc, en fait, votre vie était une vie de contrainte. Et notre cerveau a pu se calibrer
en essayant en permanence d'économiser l'énergie, de ne pas faire ce qu'il pouvait ne pas faire, de routiniser, ce qui a créé d'ailleurs les biais cognitifs qui existent aujourd'hui. Et ben nous arrivons dans le monde d'aujourd'hui où là, pour le coup, pour la première fois, on peut économiser l'énergie et on peut se laisser aller à la fascination de technologies qui ont été choisies pour ça. Il faut se rappeler, je veux dire, le modèle économique des plateformes, c'est l'économie de l'attention, c'est que vous maximisez le temps. Donc ils se sont dit, comment maximiser le temps ? Il faut fasciner, voilà, il faut hypnotiser, voilà. Hypnose, d'ailleurs hypnose c'est le sommeil en grec, hein, donc c'est une sorte de sommeil de l'esprit puisque vous n'allez rien faire d'autre que regarder. Et malheureusement, ce temps, il y a, comme disent les économistes, il y a un coût d'opportunité, c'est-à-dire ce temps qui est passé à ça. Non seulement il vous fait pas beaucoup progresser, mais vous auriez pu l'utiliser à plein d'autres choses. Ouais. Il y a une autre définition de l'effort que je donne et que moi je trouve pas mal, c'est de dire l'effort, c'est ce que ton moi de demain aurait voulu que ton moi d'aujourd'hui fasse. Voilà. C'est la réponse à la tension entre l'actuel et l'idéal, entre ce que tu as envie de devenir et ce que tu es aujourd'hui. Et donc ça nécessite la capacité de se fixer des objectifs, se fixer des défis et des défis de transformation. Et ben quand vous regardez les écrans, vous êtes plutôt dans une attitude passive où justement vous n'êtes pas dans la transformation de vous-même. Et c'est vrai que apprendre c'est difficile, ça c'est changer les connexions neuronales et au contraire les vidéos, elles vont vous tendre un miroir à votre propre médiocrité. Voilà, c'est ça. Oui, et se complaire dans une vie parallèle d'une certaine façon. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise des modèles ? Parce qu'on parlait tout à l'heure des modèles, les saints, les chevaliers, enfin toujours aller plus loin, dépasser les compétences et les qualités humaines. Est-ce que là, quand on voit les influenceuses de Dubaï qui vendent des produits frelatés sur des plateformes chinoises, on n'est pas dans la fin du modèle ? On se demande, enfin, quels sont les modèles aujourd'hui pour des gamins qui se disent... Alors, il y a les footballeurs, il y a quoi ? Il y a les acteurs, quelques sportifs encore. Oui, mais absolument. Il y a quelques sportifs, mais ce qui est très frappant, en fait, le tournant civilisationnel, là, il date d'il y a 20 ans, hein, c'est Love Story. Hein. C'est le début du Love Story. Moi, la mission de télé, je sais pas, les auditeurs s'en souviennent, mais en fait, c'était la première fois, moi, ça m'avait frappé à l'époque. Pour la première fois, on présentait en exemple des gens choisis pour leur plus totale médiocrité. C'est-à-dire que les gens, ils étaient nuls, mais nuls par sélection. C'est-à-dire que vraiment, volontairement, il fallait que tout le monde, en les regardant, dise, ah ouais, finalement, à côté, je suis plutôt relativement pas mal. Absolument nul. Et ça a commencé quelque chose qui aujourd'hui se prolonge dans les influenceurs, dont la plupart n'ont aucun talent, ne savent rien faire de spécial. Ils se filment dans leur vie courante. Il y a des millions de gens qui les regardent se maquiller, et vous avez érigé en exemple des gens. Il y a un double effet qui se coule, comme disait la publicité, n'est-ce pas ? Le premier effet, c'est que ces gens-là n'ont aucun intérêt, vous apprennent rien du tout, donc c'est une perte de temps. Et le deuxième effet, c'est que vous avez un modèle des gens qui gagnent, vous le savez, extraordinairement bien leur vie grâce à leurs millions de vues, et qui gagnent leur vie apparemment sans travailler. En réalité, c'est du travail. Parce qu'il y a des agences derrière. Il y a des agences, et puis filmer, travailler, c'est tout de la télé-réalité, puisque beaucoup de ces influenceurs font de la télé, les Marseillais, c'est une forme de télé-réalité. C'est la suite logique, en fait. Ce sont les nouveaux médias, je veux dire. Et puis ces gens-là, après, d'ailleurs, font des émissions avec des stars de cinéma, ou je sais pas si on peut parler de Squeezie, par exemple. Voilà. Et finalement, ces gens-là proposent un modèle aussi où réussir n'est pas le fruit du travail, en tout cas en apparence. C'est-à-dire que votre idée, aujourd'hui, idéalement, peut-être qu'autrefois, ton modèle, c'était de devenir chevalier. Aujourd'hui, ton modèle, c'est de devenir influenceur à Dubaï. Voilà. Et de gagner en faisant des vidéos où tu ne montres pas de compétences particulières, où tu n'as pas montré que... Enfin, c'est pas comme si vous étiez un virtuose qui a travaillé une dizaine de milliers d'heures et qui arrive à produire des choses extraordinaires. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est quand même une rupture. Je veux dire, jusque-là, ça n'existait pas, en fait. Je veux dire, la société était organisée autour de modèles extrêmement exigeants. Alors, je dis pas encore une fois qu'il faut revenir à l'époque des chevaliers, mais je dis que ça pose quand même un problème du point de vue de notre rapport à l'effort, de notre rapport au dépassement individuel. Mais ce rapport à l'effort, en fait, c'est là en fait tout le paradoxe, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est quand même de lutter contre la difficulté de cette vie, passer de la survie à la vie, puis au confort bourgeois, et toujours dire on doit aller plus loin. Les progrès technologiques qui ont fait que l'ouvrier s'est fait aider par la machine pour arrêter des travaux. Dans les champs, c'est incroyable. Ce qu'il fallait pour 6 heures avec 25 travailleurs dans les champs se fait en 1 heure avec un seul agriculteur pour la moisson, par exemple. Et tout est comme ça. Donc ces progrès-là, qui sont pour le bien de l'humanité quand même, sortir du fardeau du travail qui mutile, qui tue, qui est difficile, ont pour corollaire en fait un changement civilisationnel d'une certaine façon. En fait, le drame, c'est que l'humanité est arrivée à ses fins. Son but depuis toujours avec la technologie, c'est d'éviter les efforts. Quand on faisait travailler des esclaves, des bêtes de trait, quand on a inventé des machines, c'était
été bien pour nous éviter d'avoir à faire certains efforts, et avec succès. Et là, on arrive maintenant d'ailleurs avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, à un moment où vraiment on va même pouvoir déléguer les tâches intellectuelles. Mais sur les tâches physiques, par exemple, il faut se féliciter 1000 fois que les travaux extraordinairement durs, la plupart des travaux autrefois, vous brisez le corps et l'esprit. Il faut se souvenir de ce que c'était que travailler avant la révolution industrielle, et puis même en fait jusqu'au XXe siècle. C'était extraordinairement difficile. Il faut s'en féliciter. Le risque, c'est que en jetant la valeur travail, on risque de jeter la valeur effort. Or, l'effort, il est au moins aussi important dans la liberté nouvelle dont nous jouissons grâce au progrès technologique. En fait, la liberté, elle peut être aliénante. En fait, c'est ça qui est terrible. Le travail, il est parfois aliénant, il n'est pas toujours, mais la liberté, elle peut être aliénante parce que une liberté qui est vécue sans l'attention de l'effort est une liberté où la vie ne vaut pas. La meilleure comparaison, je trouve, c'est de dire c'est comme une corde. La corde qui est tendue de l'instrument de musique, si elle est trop tendue, elle casse. Bah oui, c'est sûr. Et si elle n'est pas assez tendue, malheureusement, elle ne joue pas. Et ben l'effort, c'est la tension de la corde dans nos vies, en fait. Mais enfin, quand on dit l'humanité, c'est pas vrai, parce que c'est un problème de riches. Là, c'est l'Occident en réalité qui est dans cette crise. Parce que si vous regardez la situation des travailleurs en Afrique du Sud, il y avait des mineurs qui ont été laissés mourir dans une mine. Enfin, on voit les enfants esclaves aussi dans certaines mines de lithium. Il y a encore tout un monde qui vit comme au XVIIIe siècle aujourd'hui, et c'est un monde majoritaire. Donc pourquoi l'Occident en est arrivé là? Eh bien, il y a des cycles de vie en fait des civilisations, et tout simplement, on est beaucoup plus avancé dans ce cycle parce que on a beaucoup plus l'habitude de la prospérité. Mes grands-parents, ils avaient connu les tickets de rationnement. Je crois que c'était juste en 1949. Ma grand-mère, elle réutilisait ses sachets de thé plusieurs fois. Elle avait pris l'habitude, elle gardait l'habitude de la guerre, même dans les années 80, quand elle nous écrivait, d'écrire à la verticale sur le papier à lettres. C'est assez surprenant quand vous recevez ça, mais pour économiser le papier, c'est ce qu'on faisait pendant la guerre. On écrivait à la verticale. Si vous écrivez bien, c'est assez lisible. Parce que, et du coup, vous connaissiez le prix de la prospérité, parce que vous aviez vécu un monde où cette prospérité n'était pas là. Vous avez vu les 30 Glorieuses, où objectivement, on avait cru extraordinairement en confort. Et bien aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui ne se souviennent pas de tout ça. On prend le confort pour acquis. On pense qu'il est acquis pour toujours. On n'en voit pas la valeur. D'autres civilisations, elles, en voient très très bien la valeur. Vous êtes en Corée du Sud, vous êtes parti de zéro en 1953 à la fin, mais vraiment de zéro. Il n'y avait plus rien. Vous connaissez la valeur du confort et vous êtes prêt à travailler pour lui. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que nous sommes à un moment d'une forme de fatigue civilisationnelle. Le risque, en tout cas, que j'essaie de pointer dans le bouquin, c'est une forme d'affaissement lié à une trop grande prospérité. C'était Solzhenitsyn, dans son adresse aux étudiants d'Harvard en 78, qui les mettait déjà en garde, en fait, contre le risque de cet affaissement du confort. Ouais. On va marquer une courte pause et parler de, bien sûr, ce sens de l'effort et de la place dans la civilisation avec notre invité Olivier Babot. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, c'est 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Et on se retrouve avec Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, auteur du livre L'ère de la flemme aux éditions Buchet et Chastel. L'ère de la flemme, c'est aussi quand même une vision qu'avait Karl Marx, par exemple, sortir les classes laborieuses de ce travail si difficile et aliénant. Et pourtant, son gendre, je crois, avait Paul Lafargue avait déjà vu les travers que pourrait amener en fait cet idéal de l'humanité débarrassée de l'effort. Il avait écrit un petit essai grinçant qui est très connu, qui s'appelle Le droit à la paresse, qui à l'époque était un truc était révolutionnaire. Son droit à la paresse, évidemment, il critique une société de productivistes où les gens perdent leur vie et brisent leur corps à travailler. Et il rêvait, parce que je pense que vraiment dans son esprit c'était vraiment un rêve, du moment où on ne travaillerait plus que 3 heures par jour. Et il avait une première prescience, c'est celle de l'augmentation de la productivité, qui allait libérer les ouvriers, ce que Keynes a vu aussi plus tard dans les années 40 extrêmement bien, et qui aujourd'hui est en train de se réaliser, puisque quand même nous travaillons beaucoup moins dans une vie, en particulier parce qu'on vit beaucoup plus longtemps. Et puis il avait une autre prescience extraordinaire, c'est
il dit dans son droit à la paresse, mais finalement le vrai problème, ça va être, il va falloir que les gens se secouent. En fait, il va falloir leur trouver des activités. Ça va pas être simple. Il faudra du théâtre, il faudra de la musique, parce que le risque, c'est une forme d'affaissement aussi. Il avait quand même vu ça de façon avec une clairvoyance assez forte. Le temps libre est une question. Voilà. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire dans le temps libre l'effort qui va nous permettre de nous réaliser et d'être heureux, parce que le temps libre tout seul peut être un effort, un temps assez pauvre. Donc c'est assez remarquable de vision, parce qu'on est face aujourd'hui à ce problème-là. Exactement maintenant. Alors ça veut pas dire qu'on a plein de contre, il n'y a pas plein de contraintes et que la vie est pas difficile pour plein de gens, hein, évidemment. Mais c'est que en moyenne et pour beaucoup de personnes, nous sommes en train de sortir d'un monde où la contrainte dominait, et il y a donc une contrainte d'une autre façon qui apparaît, c'est celle de l'autodiscipline. C'est-à-dire de la capacité à se forcer à ne pas céder à la facilité des technologies, des contenus, de la sédentarité qui est permise aujourd'hui, qui n'était pas permise autrefois. Je cite dans le livre un cas assez extraordinaire d'une tribu amazonienne qui tout d'un coup a eu accès, grâce à Elon Musk, à Starlink, pour des raisons d'aide médicale en cas de problème, hein, c'était ça, tout d'un coup ils ont eu accès à Internet. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Les jeunes sont devenus accros au porno assez rapidement. Voilà. Tout simplement. Et alors, les anciens étaient effarés. Ils disent, mais nous, autrefois, quand on ne travaillait pas, on ne vivait pas, enfin, on ne mangeait pas. Hein. Et ils en sont tirés. Ils ont été obligés de mettre des horaires bien précis, de limiter l'accès à Internet. Ça a complètement bouleversé cette tribu amazonienne. On est un peu tous comme cette tribu, en réalité. C'est le principe humain, hein, de dire, voilà, vous allez aller au plus simple, et finalement, le shot de dopamine. Hein, mais notre cerveau, il est fait pour ça. Il est fait pour économiser les efforts. Il est fait pour routiniser. Et donc, parce que là où il a été construit, on ne pouvait pas se permettre de routiniser au point de mettre en danger notre survie. Au contraire, c'était un moyen de survie. Économiser, bien gérer l'énergie, qui était rare. Il faut rappeler, notre cerveau, par exemple, il pompe 20 à 25% de notre énergie au repos. Il n'y a pas un animal qui a un rapport aussi extraordinaire de la taille du cerveau à la taille du corps. Pourquoi on peut se le permettre ? Par exemple, parce qu'on a eu la technologie du feu, qui nous permet d'avoir des aliments cuits qui sont plus digestes et qui nous permettent d'alimenter ce luxe extraordinaire de notre cerveau. Mais du coup, il essaie de gérer l'énergie, exactement comme nos muscles. Les muscles, ça coûte cher en énergie. Donc si vous ne faites pas d'activité physique, ils s'atrophient, ils se diminuent, parce que le corps dit, attends, moi, ça me coûte cher à entretenir tous ces muscles. Si on s'en sert pas, je les enlève. C'est pareil pour le cerveau. Ouais, donc il faut se servir et de son cerveau et de ses muscles. Exactement, ça ne suffit que si on s'en sert pas. Mais justement, à propos de ce contrôle de l'Internet, des écrans, on voit la Chine, par exemple, qui est très dure par rapport à l'utilisation par les enfants, les ados de TikTok, des écrans. Pour eux, c'est niette. En réalité, ça doit être très encadré, les jeux vidéo, etc. Nous, on a du mal à rentrer dans cette logique-là de dire qu'attention, il y a un danger cognitif réel pour les jeunes, et on devrait quand même, au-delà du cercle familial, avoir une réflexion de société sur ce problème. C'est très troublant, hein. La Chine a interdit plus de 45 minutes de l'équivalent de TikTok en Chine, et plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine aux jeunes de moins de 18 ans. Et ces arguments sont exprimés de façon très très claire en disant c'est l'opium des plus jeunes, c'est dangereux pour notre actif numéro 1 qui est le cerveau de nos enfants, en fait. Voilà. Et alors, c'est un constat et des actions que la Chine peut faire, parce que évidemment c'est pas une dictature, mais quasiment. C'est un pays dirigiste, un pays dirigiste, évidemment, voilà. Extrêmement dirigiste. Communiste, hein, toujours. Communiste, extrêmement dirigiste, voilà. Donc très très loin de la démocratie. Nous, en démocratie, évidemment, fondée, et heureusement, sur la liberté. Si bien que nous devons compter sur la prise de conscience individuelle et la réaction individuelle que beaucoup font. Hein. Il y a plein de gens qui font maintenant des marathons, qui se lancent dans des super trails, c'est fascinant. Pas même ces fameux influenceurs. On parlait de Inoxtag qui choisit de quitter les écrans pour monter l'Everest. Exactement. Alors moi je connaissais pas, c'est mes enfants qui m'ont fait découvrir, parce que évidemment je suis la génération qui regarde pas trop ces trucs-là, mais donc Inoxtag qui n'était pas spécialement sportif, probablement assez sédentaire, plein, je crois des millions d'abonnés. Tout d'un coup il a décidé en un an d'aller monter sur l'Everest. Alors évidemment on s'était un peu intéressé, puisque grâce à ça il fait un documentaire qui a eu des millions de vues en très très peu de temps. Mais ce documentaire a un intérêt, puis il est paradoxal, puisque ça
sa conclusion, c'est sortez plus, regardez moins de vidéos. Moi-même, Inoxtag, je vais faire moins de vidéos parce que la vie, elle vaut d'être vécue quand vous êtes dehors, quand vous sortez, puis quand vous fixez des défis. Et il paraît que cette vidéo, qui a énormément de succès, a déclenché une forme de mode des défis chez les jeunes. Mais c'est formidable. Alors c'est dommage de l'avoir oublié, mais enfin c'est bien qu'on s'en souvienne. La vie, elle vaut par les défis qu'on se fixe. Ces défis peuvent être de plein d'ordres. Évidemment, ça peut être la gestion, enfin ça peut être le sport, ça peut être développer une compétence, ça peut être entretenir son réseau d'amis. Parce que c'est ça qui est frappant aujourd'hui. Les jeunes sont plus seuls qu'avant. Ils voient moins leurs amis en vrai. Parce que entretenir ses amis, c'est un effort. D'ailleurs, je cite ce truc terrible, cette remarque terrible que dans le livre. Aujourd'hui, quand j'organise des soirées même avec des amis, il y a 50% de ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire 50% quasiment des gens qui ont répondu qu'ils venaient et qui venaient pas. Et pour moi, c'est emblématique de cette société où on ne se gêne plus pour les autres, parce que finalement, on est sa propre référence et on n'a plus envie de se fatiguer pour les autres. De la même façon, le recul de l'habillement ou de la politesse, s'habiller, c'est pour les autres qu'on s'habille, c'est pas pour soi en fait. Et à partir du moment où on est à soi-même sa propre référence, on fait de moins en moins d'efforts. Venez comme vous êtes, pour moi, n'est-ce pas? C'est la devise, malheureusement, ça va avec cette idée du laisser aller, voilà. Les incivilités. Voilà, et du sans-gêne au sens propre, on ne se gêne plus, voilà. Et une des conséquences aussi visibles, pour moi, c'est la baisse de la natalité. Si on fait moins d'enfants, c'est multifactoriel, il y a plein de choses, mais enfin, c'est aussi parce que faire un enfant, c'est passer en second dans sa propre vie, pour toujours. C'est de ne plus passer en premier, c'est faire des sacrifices financiers, en temps, en énergie, prodigieux évidemment, et on est plus prêt, beaucoup de gens sont plus prêts à faire ça en fait, tout simplement. Ce qui est assez logique, hein. L'enfant roi a fini en grandissant par devenir un adulte qui n'a pas envie d'être détrôné. C'est l'individualisme en fait, c'est l'ère totale de l'individualisme. Individualisme hédoniste, et malheureusement souvent un peu à courte vue. Alors encore une fois, je n'ai pas envie qu'on revienne à des époques où les gens mouraient dans les tranchées à 20 ans pour la patrie, ou donner leur vie entièrement à d'autres choses, même si c'est donner sa vie pour quelque chose qu'on estime plus élevé, et mon avis était très respectable. Mais je signale juste que cet individualisme, malheureusement, il est producteur en fait assez de mal-être en fait, et je montre plein de choses sur la progression d'une forme de démotivation. Les gens disent, et en particulier les jeunes, on est moins motivé, on a une vision aussi plus négative de soi. Cet individualisme, paradoxalement, il finit par une autodépréciation en fait. Alors que l'altruisme, au contraire, c'est une façon de se réaliser et de mieux s'aimer soi-même. Alors on a les auditeurs qui appellent Lionel de Grasse qui est avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. Écoutez, moi c'est un mot, alors c'est une émission qui me parle complètement, parce que le mot flemme, c'est un mot qui est récurrent dans la bouche de mes deux filles. Ah mais totalement. Depuis maintenant quelques années que j'ai banni instantanément en fait, parce que je supporte pas ce mot. Moi, pour moi, la valeur travail, c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, si vous voulez, c'est venu petit à petit. On leur demandait un truc, c'était flemme. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Oh, flemme. Et en fait, ce mot-là qui revenait de manière permanente et qui est extrêmement connoté en fait comme quelque chose pour moi en tous les cas d'extrêmement négatif. Donc du coup j'ai fait une guerre à ça. Et quand je vous dis une guerre, c'est une guerre ouverte, hein. Il n'y a pas eu de quartier, voilà, où j'ai banni ce mot de la maison. Et maintenant, elle ne l'utilise plus du tout. Mais j'entends que même dans la publicité qui passe des fois sur votre antenne, le mot flemme, finalement, il y est. C'est-à-dire, je sais plus quel publicitaire le passe. Mais en fait, le mec, il est là dans son canapé, tiens, tu vas faire les courses? Ah non, flemme. C'est partout. Et tu fais, mais... Et en fait, c'est omniprésent. Et je pense qu'à force de matraquer l'esprit des gens avec ce mot-là, finalement, ça devient quelque chose qui est présent au quotidien. Donc, c'est pas grave. Alors que flemme et ne rien faire, c'est quelque chose de très grave. Que ce soit physiquement, ou que ce soit pour votre accomplissement, ou que ce soit pour le pays. C'est quelque chose qui est vraiment exécrable. Merci beaucoup, Lionel. Alors oui, ce mot... Vous me faites plaisir. On a les mêmes enfants, hein, parce que eux aussi, tu peux sortir la poubelle, oh, flemme, ou le moindre truc, bouger un stylo, oh, flemme. Et moi aussi, j'ai dit, mais je ne veux pas entendre ce mot, en fait, parce que c'est vraiment une façon d'aborder la vie et l'existence qui fait froid dans le dos. Et vraiment, en tant que parent, je crois qu'on essaye tous de donner l'exemple inverse. Souvenez-vous, dans le métro, il y a quelques temps, il y avait une publicité où ils expliquaient comment cette année bénie des dieux 2025
2025, vous alliez pouvoir placer vos jours de pont et de viaduc de telle façon que vous allez maximiser votre temps de vacances, parce qu'il y a plein de jours fériés qui tombent bien, etc. Ben ça, c'est vraiment, alors c'est très très français, hein, mais il y a vraiment cette idée-là que la belle vie, c'est la vie, vous allez travailler le moins possible. Bon, à la limite, tu peux imaginer que le travail soit pénible, mais encore une fois, je crois que cette flemme, elle est aussi dans la vie de tous les jours. Quand beaucoup de publicité, beaucoup de technologies, des applications, des services sont là pour vous dire, surtout ne bougez pas de votre canapé, surtout vous pouvez rester sous le plaid, parce qu'on va se faire livrer à manger, on va vous faire livrer. C'est ce qu'on appelle la société du Deliveroo. Ouais, et alors, moi j'appelle ça aussi la société du baba, parce que vous savez que le baba au rhum aurait été un gâteau inventé pour un roi qui avait plus de dents, qui avait plus de capacité à mâcher. D'ailleurs, c'est, comme vous le savez, l'histoire du lièvre à la royale. Il a été inventé pour Louis XIV, qui avait perdu toutes ses dents très rapidement. Et donc, le lièvre à la royale, c'est un lièvre que vous pouvez manger sans mâcher. Et ben, en fait, on est dans une civilisation qui a besoin que tout soit mâché, tout soit à la royale, voilà, spongieux comme un baba au rhum, parce qu'on n'a pas envie de se fatiguer. Et d'ailleurs, vous savez que la taille de nos bouches réduit. C'est pour ça qu'on est obligé d'imposer à tous nos enfants l'épreuve de l'appareil dentaire, parce que nous ne mâchons plus assez. Nous ne faisons plus assez d'efforts. Tout ce que nous mâchons est spongieux comme un baba au rhum. Ouais, ou le smoothie, enfin le hamburger, mou, tout est mou, plat. Tout est mou. La frite. La frite molle, il n'y a rien de pire. Alors, on va continuer, bien sûr, de débattre et de parler de cette ère de la flemme. Du coup, vous avez pris ce mot flemme parce que vos enfants l'utilisaient ou pas? Alors, au début, ça devait s'appeler le livre Les 30 paresseuses, parce que mon hypothèse, c'était que 30 glorieuses, les 30 piteuses de Nicolas Bavrez, et puis les 30 paresseuses. Et puis, en fait, flemme, effectivement, m'est venu parce que mes enfants utilisaient ce mot qui n'existait quasiment pas autrefois. Enfin, c'était dans le vocabulaire, mais ça n'existait quasiment pas. Et c'est vrai que c'est un truc de génération. C'est-à-dire vraiment chez les jeunes, c'est le mot qui s'est passé et qui est devenu une sorte de réponse à tous ceux en face de quoi on a envie d'opposer juste la passivité, en fait. On marque une courte pause et on se retrouve avec Olivier Babot pour parler de cette ère de la flemme. 0826 300 300 si vous souhaitez nous appeler. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Et pour ce dernier quart d'heure d'émission avec Olivier Babot, auteur de L'ère de la flemme aux éditions Buchet-Chastel, on va parler d'un autre danger imminent pour l'humanité, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment. Trump a annoncé aux États-Unis 500 milliards pour cette IA qui va être l'arme du futur, enfin qui va aussi tout révolutionner. Et vous dites dans ce livre d'ailleurs que c'est pas les robots ou les machines qui vont prendre le pouvoir, c'est les humains qui vont donner le pouvoir finalement aux machines, tout simplement. J'ai visité une usine récemment qui préparait des commandes pharmaceutiques. Et il y avait énormément de robots et assez peu d'humains. Et donc je leur dis, évidemment, malheureusement, vous virez les humains pour mettre des robots. Ils disent, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On met des robots parce qu'on trouve plus d'humains pour travailler. Parce que les gens veulent plus faire le boulot. C'est que dans ce sens-là que ça se passe. Et alors, à la limite, peut-être que les emplois n'étaient pas très intéressants, mais ce qui risque de se passer de plus en plus, avec l'incroyable puissance de l'intelligence artificielle, c'est que même des tâches intellectuelles puissent être réalisées par la machine. C'est le cas. Il faut que les gens se rendent compte, je ne sais pas si les auditeurs sont conscients, en quelques mois, parce que ça fait 2 ans que ChatGPT 3.5 est sorti, d'OpenAI, c'est-à-dire ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative, capable de produire des textes, des images, des photos. C'est d'une puissance inouïe, c'est capable de faire ce que jusque-là aucune machine n'était capable de faire. Autrefois, quand vous alliez sur Google, il vous donnait des résultats et il faut aller voir les résultats, les regarder et puis écrire à l'exposé de votre fils, c'est lui qui essaie de le faire normalement, mais à partir des résultats, donc vous faites un travail de synthèse. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que vous posez la question, vous donnez la directive, ce travail de synthèse, il est fait comme si c'était une personne qui faisait à votre place. Et ça, alors là, c'est le clou du cercueil, en fait, parce que vraiment, notre cerveau va adorer. Je vois en fait depuis 2 ans combien, y compris chez les étudiants à l'université, ça change. Vous allez plus. Pourquoi faire l'effort d'apprendre à écrire en fait, d'apprendre à rédiger, puisque même les mails, vous avez des assistants qui vont faire que si vous savez pas bien tourner un mail, il va vous le tourner magnifiquement. Mais pourquoi apprendre des langues, puisque finalement il peut mettre dans toutes les langues et traduire bientôt en simultané. C'est terrible parce que toutes les raisons qu'on avait de faire des efforts autrefois, qui étaient en fait des obligations, parce que vous n'aviez pas le choix, toutes ces raisons les unes après les autres, elles s'effondrent. Et donc les seuls qui vont faire des efforts, c'est ceux qui vont s'auto-discipliner pour dire mais je vais quand même faire l'effort d'apprendre une langue, de faire du sport, de décider, de lire, de m'informer, de pas laisser la machine penser à ma place. Mais combien de gens
seront capables de faire ça. Est-ce que c'est pas les derniers humains? Parce que si on regarde, il y a une étude qui est parue dans Fortune qui dit que 41% des patrons sur la planète prévoient de licencier tout le monde d'ici 5 à 10 ans. C'est pas impossible qu'il y ait un effondrement des emplois. C'est un peu tôt pour le dire. Ce serait la fin, vous savez, de la destruction créatrice schumpeterienne. Oui. Jusque-là, la technologie détruit des emplois, mais elle en a créé plus. Il n'y a plus de maréchaux ferrants, mais il y a des gens pour faire des automobiles, pour les entretenir, pour les réparer, etc. Il y en a même beaucoup plus. Jusque-là, ça s'est passé. L'une des grandes questions qui se posent, grande question ouverte, c'est est-ce que pour une fois, la technologie va pas faire effondrer la quantité de travail. À la limite, pourquoi pas? Moi, un monde sans travail, moi je dis très bien. Moi je dis c'est formidable. Sauf que, attention, ne croyons pas que c'est un monde facile. C'est un monde très difficile. Parce que, évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Beaucoup de gens font l'éloge de la paresse. C'est plus facile de vendre aux gens laissez-vous aller, etc. Moi, je dis la paresse, c'est très très bien, mais attention, il y a deux types de paresse. Il y a la paresse, en fait, où derrière, tu fais l'éloge de ce qu'on pourrait appeler l'osium. C'est-à-dire, l'osium, c'est le loisir studieux des anciens. C'est-à-dire, en fait, une paresse qui, là, demande énormément de discipline. C'est une paresse où vous allez faire retour sur vous-même, faire silence, travailler sur vos compétences, apprendre des choses. Et ça, c'est une paresse difficile. C'est une paresse qui demande beaucoup de discipline. Il y a un grand auteur, il y a un grand pianiste qui s'appelle Andras Schiff, qui est mon pianiste favori, qui est mon plus grand vivant aujourd'hui, chacun ses marottes, qui dit le plus difficile pour un musicien aujourd'hui, c'est de faire silence. C'est de faire silence en soi, dans un monde où en permanence tout est, il y a du bruit, on est toujours connecté. Et le plus difficile, en fait, c'est de se déconnecter et, comme dit le philosophe Hartmut Rosa, rendre le monde indisponible à soi. Ben ça, c'est de la paresse qui demande beaucoup d'efforts. Et en face, il y a une paresse oisive, une paresse vraiment vide, qui elle est la paresse du laisser aller. Vous allez vous laisser aller, évidemment, au défilement, au contenu, à la facilité de toutes les technologies qui vous disent reste sur ton canapé, ne fais rien, on s'occupe de tout. Ouais, mais c'est le défi en fait de la vie intérieure. Hein. C'est ce que disait. En fait, ça n'a pas changé depuis des millénaires. Ce défi, il a toujours été là. En disant, le monde occidental, à part le matérialisme, n'a rien à proposer. C'est pas non plus un modèle. Ben oui, la chair est triste, post coitum anima triste, et puis la chair consumériste, au bout d'un moment, une fois qu'elle est un peu lassée, évidemment, au début c'est super, le confort quand même, objectivement, tu trouves ça génial, mais au bout d'un moment, ça ne te suffit pas. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait Herzberg. Il y a des choses ça vous motive pas en fait d'être en sécurité, d'être nourri. C'est juste suffisant pour pas être déprimé, si vous voulez. Pour être motivé, il va falloir plus que ça. Il va falloir justement les défis, quelque chose qui vous élève, l'appartenance sociale. Et ben ça, malheureusement, ça n'est pas donné par la société de consommation. Non. On s'en rend compte de plus en plus dans la société de post-consommation. Et là, se fixer des défis, c'est quelque chose qu'il faut être capable de se rajouter individuellement. Je dis pas nécessairement que ça doit être la religion ou ça doit être la patrie, etc. Mais quoi que ce soit qui vous élève et qui vous fasse une raison de vous lever dans un monde où de plus en plus il n'y a pas au sens propre de raison de se lever puisqu'on peut rester couché. Ouais, et se faire livrer à domicile. Et que se faire livrer en 10 minutes, 30 minutes à domicile. Cette question de la destruction de l'emploi, parce que l'IA, quand même, le risque, c'est de voir des millions et des millions d'emplois, y compris dans les métiers intellectuels, entre guillemets, disparaître et être mieux fait par la machine. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces humains au chômage? On va pas pouvoir payer le chômage, il y aura pas de travail. Déjà aujourd'hui, on voit bien, on est dans une société de chômage de masse. Demain, c'est quoi? C'est l'apocalypse du chômage de masse? Qu'est-ce qu'on fait de cette société, en fait? Qu'est-ce qu'on fait des humains? Alors d'abord, il y a une forme de némésis, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de justice ou de retour de bâton, puisque maintenant, c'est les jobs hyper qualifiés, ça peut être radiologue, des trucs là, t'as fait 12-15 ans d'études. Cancérologue, des jobs hyper qualifiés qui sont directement et très très violemment concurrencés, même s'ils n'ont pas encore évidemment disparu. La vraie question à terme qui se pose, c'est effectivement, si vous avez plus d'emploi, qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Et puis surtout, comment on répartit la valeur? Aujourd'hui, laquelle est la répartition de la valeur? C'est ton travail, c'était facile. Demain, la question se pose authentiquement, et c'est une grande question qui va se poser de plus en plus, de celle du revenu universel, du revenu minimum universel. J'étais très opposé, je pense qu'on n'y coupera pas. Et alors, ce qui est très ennuyeux, c'est que les grandes expériences qui ont eu lieu, il y a une très grande expérience qui a été financée par Sam Altman, d'ailleurs, d'OpenAI, récemment, pendant plus de 3 ans, ils ont financé des gens, et puis ils ont regardé comment ils évoluaient. Elles sont pas très encourageantes. En gros, les gens, oui, forcément, matériellement, ils vivent un peu mieux, mais ils utilisent pas ça pour se former. C'est pas terrible en termes de consommation d'alcool et de psychotropes. C'est pas génial. Disons que ça ne transforme pas vraiment positivement la vie. Voilà. Donc c'est l'idiocratie, en fait. Ouais, Demain, c'est quoi? C'est tous oisifs sur un canapé à regarder TikTok? Vous avez mentionné Idiocratie. C'est un film extrêmement sérieux, en fait, et je comprends pas qu'il ait pas plus fait scandale, d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement disruptif. Il met le doigt sur les problèmes. Oui.
terrible par rapport à ce qu'il est en train de montrer. Le risque, oui, c'est une forme d'idiocratie. C'est entre idiocratie et Wall-E, vous savez, le film où l'humanité s'est complètement laissée aller, tout le monde est obèse et on se laisse complètement partir. Moi, je crois quand même, je suis optimiste. Tout le monde ne fera pas tout le monde ne fera pas le saut, mais je crois quand même que on est beaucoup maintenant à se rendre compte qu'il faut réagir, voilà, et qu'on peut pas juste se laisser aller. Il y a plein de façons de choisir, des nouvelles façons de se discipliner, mais je crois quand même qu'il y a une forme de prise en compte. Et mon petit essai, très modestement, essaie d'y contribuer. Et aussi l'Institut Sapiens, puisque vous avez un événement, si cette interview vous a capté, le 6 et 7 février, hein, c'est ça? Alors c'est à Neuilly, sur la ligne 1 du métro, Neuilly-sur-Seine. On fait ça en partenariat avec la mairie de Neuilly-sur-Seine. Ça s'appelle les Rencontres des Sablons. Et c'est 2 jours de débats ouverts avec des think tanks de toute sensibilité, évidemment, sur les thèmes de l'environnement, d'aujourd'hui, du travail, de l'intelligence artificielle. Et voilà, venez, inscrivez-vous quand même pour qu'on sache combien il y a de gens, parce que sinon vous risquez d'être à la porte s'il y a trop de monde. Et mais pas de no-show. Il y a toujours des no-shows. Hélas, il y a plein de no-shows. C'est comme ça. Ok, c'est ceux qui ne viennent pas qui s'inscrivent. Merci beaucoup Olivier Babot pour cet entretien passionnant sur l'ère de la flemme. Que va-t-il nous arriver? C'était aujourd'hui pour Poulain sans réserve. Vous vous retrouvez tout de suite sur Sud Radio. Brigitte Lahaye pour la suite de nos programmes. À tout de suite.